Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Au passage, je vous raconte mes aventures d'apprentie autrice parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Pour ce 22e épisode de La Page Sensible, on va se faire un peu plaisir. Parce que c'est janvier, c'est personnellement mon mois le plus détesté de l'année. Donc côté lecture, ce mois-ci je m'autorise un quart d'heure de pure nostalgie avec ma série de livres pour ados préférée. Ça changera un petit peu des titres adultes. Et non, je ne parle pas de Harry Potter, même si peut-être que j'aurais pu. Aujourd'hui, on va se payer une bonne tranche de poilade, mythe supplément de Le Rigolade. On va parler du journal intime de Georgia Nicholson. Et là, c'est promis, on va bien se marrer. Ensuite, côté écriture, j'aurai le bonheur de vous dire que, pour une fois, tout roule à dos de roulette, telle la roue libre. J'avance à grands pas dans l'ultime relecture de mon manuscrit, et vous savez quoi ? Je me fais plaisir. Et j'ai envie de dire, il était temps. Côté lecture, vous l'avez compris, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une série de romans pour ados, et plus précisément pour adolescentes, je pense, dans le ciblage, même si chacun lit bien ce qu'il veut. C'est une série littéraire qui a littéralement influencé la façon dont je parle au quotidien, c'est-à-dire à l'oral, et encore plus en présence de ma sœur ou de mes amis d'enfance. Et donc il va sans dire que c'est une série qui a aussi influencé mon écriture. Et cette série, c'est Le journal intime de Georgia Nicholson. Il s'agit de 10 livres qui sont parus entre 1999 et 2009, enfin 2010 pour la dernière traduction française. Ils sont parus en anglais d'abord, puisque l'autrice Louise Rennison est une Anglaise, malheureusement décédée depuis quelques années. Et tous ces livres sont parus dans une formidable, exceptionnelle traduction de Catherine Gibert chez Gallimard, dans la collection Scripto. Et j'insiste vraiment sur la qualité de la traduction, parce que vraiment, pour avoir lu les deux versions, parce que oui, je suis une très 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 grande fan, je peux attester que non seulement la traduction est très bonne, mais que des fois même elle surpasse l'original dans une langue qui est très très riche et qui est vraiment très drôle aussi. Cette période de 10 ans pendant lesquels ces livres sont sortis, ça correspond à peu près pour moi à la période où j'étais à l'école, tout simplement, donc primaire, collège, lycée. Le dernier est sorti, je crois, quand je devais être en terminale à peu près. Et ça a vraiment accompagné toute mon adolescence, mais aussi celle de ma grande sœur, à qui je piquais les livres, et celle de mes meilleurs amis aussi. Et j'ai vraiment une pensée pour elle aujourd'hui, pour toutes ces personnes, au moment d'enregistrer ce podcast. Pendant longtemps, Georgia Nicholson, ça a été quelque chose de très intime pour moi, qui appartenait vraiment à mon cercle très très proche. Mais en fait, je me suis rendu compte un petit peu plus tard, notamment quand Internet est entré dans ma vie, c'était quand même un très gros succès, et notamment les 2 premiers tomes ont été adaptés en film en 2008. Bon, c'est pas un film exceptionnel, je vous le recommande pas spécialement, mais bon, tout ça pour dire que c'est une série qui a rencontré un beau succès auprès du public adolescent, et pas que, qui est d'ailleurs connue pour avoir aussi fait rire beaucoup d'adultes. Et c'est pour ça que je pense que ça vaut toujours la peine d'aller jeter un petit coup d'œil pour une lecture vraiment juste pour se marrer en fait. Alors de quoi ça parle ? Les 10 tomes doivent se passer peut-être sur une période, je ne saurais plus dire très précisément, mais ça doit se passer sur une période peut-être de 2 ans. C'est assez condensé en fait, et c'est le journal intime de Georgia, 14 ans, qui vit dans une petite ville d'Angleterre qui n'est pas spécialement nommée, je crois. Elle habite avec ses 2 parents, sa petite sœur Libby qui est vraiment toute petite au début, je pense qu'elle doit avoir 2 ans et qui est complètement barrée. Et leur chat, Angus, qui est un espèce de gros chat sauvage écossais qu'ils ont ramené une fois quand ils étaient partis en vacances en Écosse et qui est un personnage à part entière de ce roman. Et puis bien sûr, il y a toute la bande d'amis de Georgia, sa meilleure amie Jazz, et puis toutes les membres du Top Gang, comme elles s'appellent entre elles, les filles de la bande d'amis. On lit donc le journal de Georgia, son journal intime, qui est décomposé par mois, par jour et même par heure. Donc on va avoir 11h55, ta, midi 5, ta. Et c'est très très rythmé du coup. Il y a donc 10 tomes qui correspondent chacun à une période de quelques mois avec des titres complètement improbables comme Retour à la case égouttoir de l'amour, ou Le coup passa si près que le félidé fit un écart, ou encore le dernier tome, Bouquet final en forme d'hilaritude. Rien que dans les titres déjà, vous pouvez remarquer que ce qui fait la grande marque de Georgia Nicholson, d'une part c'est que c'est extrêmement comique,
Et d'autre part, c'est une langue hyper créative. C'est déjà le cas dans la version originale de Louise Renison, mais c'est quelque chose que la traductrice Catherine Gibert a poussé encore plus loin avec un usage, j'y reviendrai un peu plus tard dans le podcast, mais un usage notamment de l'argot, etc. Moi, mon sentiment personnel, c'est que c'est probablement une parodie du journal de Bridget Jones. Ça, je m'en suis aperçue que des années plus tard, quand j'ai moi-même lu le journal de Bridget Jones, que, entre parenthèses, je trouve très très limite sur tout ce qui est sexisme, etc. Et aujourd'hui, je trouve que ça passe beaucoup moins bien qu'à l'époque où il est sorti. Mais malgré ça, quand je lis du Bridget Jones, ça me fait le même effet que quand je lis du Georgia Nicholson, c'est-à-dire que je suis morte de rire. Enfin, vraiment, je rigole, des fois, je pleure de rire. C'est des livres avec cet humour britannique qui, moi, personnellement, j'arrive pas du tout à résister à cet humour-là, ça me fait trop marrer, quoi. Je pense que j'ai vraiment été biberonnée, en fait, à cet humour britannique. Je me souviens même de mon papy qui était mort de rire en regardant les épisodes de Mr Bean qui repassaient à la télé. Ça fait vraiment partie de mon identité, je crois, et Georgia Nicholson y a participé. Alors pourquoi est-ce qu'on adore Georgia Nicholson ? Bon, j'ai déjà un petit peu dit dans l'intro, j'ai pas pu m'en empêcher parce que, franchement, très sérieusement, c'est une série, mais c'est vraiment, ça fait partie de mes livres préférés, de chez préférés du monde entier. Je les ai lus et relus. Et si je vais pas bien, si j'ai pas le moral, je sais que je prends un Georgia Nicholson et je vais passer un bon moment. Et surtout, je vais rigoler. Le meilleur moyen de vous prouver à quel point ce livre a occupé une place importante dans ma vie, c'est de vous faire entendre la douce voix d'une de mes meilleures amies, avec qui j'ai fait toutes mes années de collège et qui a suivi avec moi de très près toutes les sorties de tous les tomes de Georgia Nicholson. On va écouter tout de suite ce que nous dit Chloé. Quoi dire, je pense qu'on va dire exactement la même chose. Moi, j'adore ce bouquin parce que déjà la traduction française est incroyable et excellente et très 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 drôle, forcément. Et puis non, je trouve ça incroyable comment on est immergé dans ce cerveau d'adolescente qui en même temps, il y a tellement de clichés entre guillemets. Elle déteste les adultes, elle s'occupe beaucoup de son apparence, tout est grave dès qu'elle a une peine de cœur, un truc, c'est la fin du monde. Voilà, mais en même temps, on l'a tous ressenti ça un petit peu et puis ouais, on la trouve insupportable, mais en même temps, elle nous fait beaucoup rire, quoi. Et en même temps, c'est vrai qu'on a l'impression, comme on est à travers ses yeux, on a l'impression que tout le monde est cinglé, quoi. Que ce soit sa famille, son grand-père, sa petite sœur, ses parents, ou les adultes au collège, quoi, les profs et tout. Je pense qu'on est d'accord dans le fond. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et je trouve aussi qu'on trouve ça, comme il y a eu beaucoup de bouquins, on peut voir aussi, on peut la voir évoluer aussi finalement, et sa relation aussi avec ses amis, etc. Donc non, je pense que c'est pour ça, c'est parce que c'est vraiment un miroir de l'adolescence et qui est très très drôle et en même temps, du coup, c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Mais en extrait drôle, putain, que ce soit quand elle appelle son grand-père au téléphone là, ou quand elle rencontre Sven, ou enfin, tout est hilarant, quoi. Je suis trop contente que tu parles de ce bouquin, en fait. Je pensais pas du tout, mais en même temps, c'est vrai qu'il nous a beaucoup marqué, donc ça me fait trop plaisir que tu fasses un podcast là-dessus. Ça m'a émue de voir qu'on avait vraiment la même vision de Georgia Nicholson et voilà, de me rappeler qu'elle a occupé tellement de notre développement, en fait. On a grandi avec, un petit peu comme on a grandi. Je parlais de Harry Potter tout à l'heure, mais c'est un peu pareil. On a grandi vraiment avec ces livres-là. Et notamment, la façon dont on parle a vraiment été nourrie par la langue très particulière, à la fois de Louise Renison, mélangée à celle de la traductrice Catherine Gibert. Parce que pour moi, ce qui fait la grande qualité, à part l'humour évidemment, de Georgia Nicholson, c'est cette créativité dans la langue. Il y a des emprunts au français, à l'allemand, à l'italien, en fait à toutes les langues que Georgia va rencontrer dans sa vie de jeune ado et qu'elle maîtrise pas du tout, donc elle va toujours dire le oui, la non, parce qu'elle pense que les Français disent le ou la avant tous les mots. Donc en fait dans le livre, quand on lit, il y a plein de mots en italique qui sont en fait en français dans le texte, qui étaient déjà en français dans la version originale en anglais, et ça participe aussi à l'effet comique. Il y a aussi beaucoup de mots volontairement un peu alambiqués, de l'argot. C'est vraiment, on sent que les deux personnes qui ont écrit ça, à la fois celle qui l'a écrit et celle qui l'a traduit, on sent que c'est des amoureuses de la langue. Et moi, je pense que dans une grande mesure, mon écriture est influencée par ça. Ma façon de m'exprimer au quotidien, j'aime dire des phrases alambiquées pour rigoler, en fait, utiliser des expressions désuètes pour rigoler. Et je crois que ça me vient beaucoup de Georgia Nicholson. Ensuite, une deuxième chose que j'adore, c'est le format journal intime, qui fait que c'est très rythmé et c'est extrêmement efficace.
Pour avoir essayé de m'y prêter un petit peu, je suis assez admirative, même non, très admirative, de comment Louise Renison arrive à raconter une histoire, parce que c'est pas juste un journal intime, hein. À chaque fois il y a une intrigue et tout, notamment une intrigue amoureuse, c'est-à-dire que Georgia, comme elle dit elle-même, elle a le syndrome du rosissement popotal, taille maxi. Je me souviens plus de l'expression exactement. En tout cas, tout ça pour dire, Georgia, elle adore courir après les garçons, c'est son hobby principal. Elle est délicieusement vaniteuse et complètement à côté de la plaque dans toutes les techniques qu'elle essaye de mettre en place pour draguer. Et ça fait partie du côté très comique aussi, hein. On la voit se ridiculiser, faire n'importe quoi pour les garçons, faire les pires crasses à ses amis. Mais on peut pas s'empêcher de rigoler et de l'aimer quand même parce qu'elle est juste attachante en fait. Elle arrive à raconter une histoire avec un format de journal intime où ça paraît relativement plausible que Georgia ait pu écrire ça dans son journal. C'est aussi un très bon instrument pour l'humour, puisque, on le dit souvent, le rire, c'est avant tout une question de rythme. Et donc ce rythme du journal, vous allez voir dans les extraits que je vais lire, participe vraiment au côté comique. Ensuite, comme Chloé l'a très bien dit, Georgia, elle est insupportable. C'est une vraie ado. Elle fait tout un pataquès, du moindre ongle qui se casse, etc. Elle trouve que ses parents sont trop nuls. Toute personne qui a plus de 25 ans est absolument un vieil ancêtre. Et en fait, c'est super rigolo. Il y a quelque chose d'un petit peu défouloir aussi quand on lit ça. On se dit, purée, quand on le lit en tant qu'ado, on s'identifie et en même temps, on sent qu'il y a un petit message pour dire, fini le drama. Et ça nous fait rire parce que ça nous fait rire de nous-mêmes. Et quand on lit en tant qu'adulte, on est encore plus mort de rire en fait, parce que du coup, il y a beaucoup d'ironie dramatique. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle fait des choix pourris. En même temps, on comprend pourquoi elle les fait, parce que c'est cohérent avec son caractère. Et donc, on la voit rentrer dans le mur et faire n'importe quoi. Et on se dit, non mais là, c'est sûr, elle va se faire gauler et tout. Quand on est adulte, je trouve qu'on a vraiment une double lecture où on a pitié pour les parents de Georgia. Ce qui, moi, n'était pas mon cas. Hein. Quand j'étais au collège, j'avais pas du tout pitié pour ses parents. Mais maintenant, quand je relis, je me dis quand même, les pauvres. Elle est chiante. Enfin, je dirais que c'est un livre qui est réconfortant, qui est joyeux, en tout cas une série de livres, parce que justement, tome après tome, on retrouve le Top Gang et la bande de copines de Georgia. Et moi, à chaque fois que j'ouvre au hasard n'importe quel livre de Georgia Nicholson, j'ai l'impression de retrouver des amis de longue date, des amis d'enfance. En termes d'extraits, c'était extrêmement difficile pour moi de choisir quoi vous lire, parce que il y a 10 tomes. Comme l'a dit Chloé aussi très très bien, Georgia, elle évolue au cours des 10 tomes. Évidemment, l'écriture évolue elle aussi, forcément, hein, en 10 ans. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et que l'univers s'enrichit, qu'il y a des personnages secondaires qui arrivent, et notamment tout ce vocabulaire si particulier à l'univers de Georgia Nicholson, toutes ces expressions complètement improbables qui viennent remplacer les mots du quotidien, plus on avance, et moins quelqu'un qui n'a pas lu les livres précédents arriverait à comprendre ce qu'il lit. Du coup, j'ai décidé de vous lire des extraits plutôt de livres qui sont assez tôt dans la série, parce que sinon, honnêtement, je pense que vous n'auriez rien compris à ce que je lis. Tellement elle a son propre langage, ce qui je trouve est aussi très typique de l'adolescence. On aime bien développer son propre langage secret avec des surnoms pour les profs, des surnoms pour ses amis. On a son propre petit argot. Finalement, l'histoire de l'argot, c'est ça à la base, hein, c'est que quelqu'un ne puisse pas comprendre ce qu'on est en train de se dire. C'est une façon de faire de la connivence, de se reconnaître au sein d'un groupe. Pour ne pas vous perdre en route, j'ai donc décidé de vous lire un extrait du tout début du tome 2. Alors, dans le tome 1, en gros, le gros de l'intrigue, c'est que Georgia veut absolument sortir avec un garçon un peu plus vieux qui est au lycée, le beau Robbie, qui est le chanteur du groupe les Steve Dylans. À la fin du tome 1, je vous spoil, Georgia a réussi à embrasser Robbie, et donc peut-être qu'elle est officiellement sa copine, on sait pas trop. Sauf que la coup de tonnerre, à la fin du tome 1, son père annonce qu'il va partir, qu'il a trouvé du travail en Nouvelle-Zélande. Et donc Georgia, sa petite sœur et sa mère doivent rejoindre le père pour aller vivre en Nouvelle-Zélande, que Georgia appelle le pays du kiwi en folie. Et évidemment, Georgia n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est donc vraiment les toutes premières pages du tome 2. Et le nom du chapitre, c'est « Juillet, Super Canon est descendu sur Terre et il est reparti dans la stratosphère ». Ah oui, j'ai pas précisé, Super Canon, c'est le surnom de Robbie. Parce que tout le monde a un surnom. Dimanche 18 juillet, dans ma chambre, 18h. À la fenêtre, en train d'observer la vie épatante des gens dehors. Qui aurait pu penser que les choses prendraient un tour aussi merdique ?
Ça fait 14 ans à peine que je suis sur Terre et ma vie est déjà réduite à néant par l'égoïsteté des soi-disant adultes. Ce matin, j'ai sorti à ma mère « Mouti, tu es en train de détruire ma vie. Et permets-moi de te dire que c'est immonde de t'en prendre à moi sous prétexte que ton avenir est derrière toi. » Désolée, je peux pas m'empêcher de rigoler. Mais comme à chaque fois que je dis quelque chose de particulièrement sensé, elle m'a fait un de ces tss 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 habituels, tout en agrafant son soutif comme une joueuse de roulette russe. À moins que ce ne soit comme une lanceuse de disques. Je ne sais plus où juste, et vous savez quoi ? Je m'en tamponne. Si j'avais conservé tous les tss 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 qu'on m'a jetés à la tête depuis que je suis née, je pourrais ouvrir une boutique de tss tss tss. C'est trop injuste. Comment mes parents osent-ils me séparer de mes copines et m'obliger à aller en Nouvelle-Zélande ? Et juste une question, qui va en Nouvelle-Zélande ? Quand j'ai fini par faire remarquer à Mouti à quel point elle était nulle comme mère, elle a carrément pété les plombs et elle s'est mise à hurler « Monte dans ta chambre immédiatement !» Très bien, je lui ai répondu du tac au tac. « Tu l'auras voulu, je monte dans ma chambre. D'accord, d'accord. Et tu sais ce que je vais faire dans ma chambre ? Non, bien sûr, tu ne le sais pas. Eh bien, je vais te le dire, moi, ce que je vais faire dans ma chambre. Rien. Je serai dans ma chambre, un point c'est tout. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire dans ma chambre !» Après quoi, j'ai claqué la porte de la cuisine et je l'ai laissé méditer sur la portée de ses actes. Résultat des courses, je suis déjà au lit à 6h. Pas très fut-fut. 19h. Oh mon Robbie, où es-tu ? En fait, je sais où tu es, mais était-ce vraiment le moment d'aller faire une randonnée à pied ? Évidemment, si on regarde les choses du bon côté, je suis la copine d'un super canon. 19h15. Mais si on les regarde du mauvais, Super Canon ne sait pas que sa nouvelle copine va être traînée de force de l'autre côté nul de la planète, pas plus tard que dans une semaine. 19h18. Je n'arrive pas à croire qu'après tout le temps qu'il m'a fallu pour conquérir Super Canon, tout le maquillage que j'ai dû acheter, toutes les heures que j'ai passées à traîner dans la rue pour tomber sur lui par hasard chaque fois qu'il sortait de chez lui, tous les plans que j'ai échafaudés, comment j'ai pensé à lui. Bref, je ne peux pas croire une seconde que tout ce bon petit boulot finisse à la poubelle. Car au final, Super Canon m'avait embrassé, niveau 6 sur l'échelle des choses qu'on fait avec les garçons. Puis il m'avait fait « Écoute Georgia, disons qu'on peut commencer à sortir ensemble, mais on n'en parle pas trop autour de nous au début. » Et c'est pile le moment que Mouti avait choisi pour m'annoncer avec le sens de l'à-propos trop nul qui la caractérise qu'on partait en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. J'ai tellement pleuré que j'ai des yeux de souriceau. Même mon nez a gonflé. Ce n'est pas vraiment qu'il soit flué en période d'euphorie, mais là maintenant, ça me fait comme une troisième joue. Génial. Et encore merci pour tout, Dieu. 21h. Je ne m'en remettrai jamais. 21h10. Le temps passe très lentement quand on est suicidaire. 21h15. J'ai mis des lunettes de soleil pour cacher mes yeux de rongeur congestionnés. Un cadeau de maman qui pensait sans doute m'appâter avec ses projets de déplacement au pays du kiwi en folie. Lamentable comme procédé. Faut reconnaître que les lunettes sont pas mal. J'ai l'air d'une actrice française avec le genre qui fume des gauloises et sanglote non-stop, sauf quand elle roule des pelles à Gérard Depardieu. J'ai regardé dans la glace pour voir comment ça faisait quand je parlais français avec la voix rauque. Quand je suis une adolescente, mes traits horriblement parents me transportent en Nouvelle-Zélande. Merde! J'en étais là de ma prestation quand j'ai entendu maman monter l'escalier. D'un bond de lièvre, j'étais dans mon lit. Mouti a glissé la tête dans l'entrebâillement de la porte et elle a demandé « Georgie, tu dors ?» Je n'ai pas répondu. Ça lui faisait les pieds. Avant de refermer la porte, elle a ajouté « Si j'étais toi, je ne dormirais pas avec des lunettes de soleil, tu risques de te les enfoncer dans le crâne. » Et vous appelez ça éduquer des enfants ? Chez mes parents, il y a bataille de compétences. Maman, c'est la médecine et papa, le bricolage. Au rayon père, toute la famille a pu admirer sa conception très personnelle d'une cabane de jardin, avant qu'elle ne s'écroule sur la tête d'oncle Eddie. J'étais en train de glisser tout doucement dans un pauvre sommeillon quand j'ai entendu des hurlements en provenance du jardin des voisins. C'était monsieur et madame Porte-à-Côté, déchaînés, qui balançaient des trucs et des machins dans tous les coins en couinant comme des gorées. Vous n'allez pas me dire que c'est une heure pour faire du tapage nocturne de jardinage. Les Porte-à-Côté ont une vie tellement pathétique qu'ils se fichent éperdument du sommeil des autres. J'ai failli ouvrir la fenêtre et crier « Un peu moins de bruit en binant, les sous-êtres !» Mais je n'avais pas la force de m'arracher à mon lit de douleur. Bon, c'était pas un petit extrait, j'avoue, il était un petit peu long. J'arrivais pas à m'arrêter parce que ça me faisait trop rire. Je précise que j'ai relu cet extrait avant de vous le lire à vous, pour avoir une diction à peu près correcte, et j'arrêtais pas de me marrer en lisant, donc voilà, vous avez échappé à mes fous rires. Et maintenant, juste pour vous montrer comme un petit peu comme la langue évolue au fur et à mesure des tomes, je vais vous lire un petit bout du tome 4, pareil au début du roman, et aussi pour faire un petit clin d'œil à Chloé qui faisait référence au grand-père de Georgia qui me fait moi aussi beaucoup rire et qui est complètement barré. Dans le tome 4, un des grands événements, c'est qu'elles vont faire une sortie, enfin pas une sortie, un voyage scolaire en France, que Georgia appelle le pays de la baguette à béret. Et donc Georgia est plus motivée que jamais pour
pour s'améliorer en français. Ce qui nous amène à mon devoir de français sur lequel je ferais mieux de me rejeter illico si je tiens à rester number one en francophonie. 14h55. Je vous livre l'intitulé du devoir. Au cours d'un séjour dans une gîte campagnarde, on vous vole votre vélo. Vous décidez de passer une annonce dans le journal local, rédigez le texte de cette annonce en français. 15h. Devinez ce que j'ai écrit. Le merci en grande quantité. 16h. Légère remontée au niveau moral grâce à grand-père qui nous a fait la torche vivante en fourrant sa pipe mal éteinte dans la poche de son pantalon. Encore heureux que j'ai pensé à l'arroser avec le siphon à cocktail, sinon sa visite finissait en brasero de tricentenaire. Voilà, c'était un mini clin d'œil. Bon allez, maintenant j'arrête, parce que je pourrais parler de Georgia Nicholson littéralement pendant des heures et je sens que cet épisode va être très long. On passe donc côté écriture, avec un épisode peut-être un petit peu moins désespéré que les derniers, car oui, j'ai enfin terminé la version 4 de mon premier manuscrit, c'est-à-dire cette 3e grosse réécriture suite à bêta lecture, donc suite à retour de 6 ou 7 personnes différentes, et j'ai juste envie de dire joie, joie, joie. Alors je vous l'avais un petit peu teasé dans le dernier épisode, et c'était en bonne route, donc voilà, c'est pas une immense surprise, mais j'ai réussi, je m'étais donné cette deadline du 31 décembre et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a encouragé à mettre un petit coup d'accélérateur et surtout à lâcher sur le perfectionnisme. Quel beau cadeau je me suis fait. Je dirais que pendant les 10 jours qu'on suivit, donc jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, déjà je me suis accordé quelques vacances d'écriture, donc même si j'avais repris mon travail salarié début janvier, je me suis accordé une semaine de plus, entre guillemets, de vacances d'écriture et ça m'a permis de juste savourer cette petite victoire. Et aussi le fait que c'était juste littéralement un cadeau que je m'étais fait à moi-même parce que j'aurais très très bien pu décider de continuer à modifier des trucs et de dire stop, on arrête. C'était vraiment trop bien, en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe après cette V4 terminée ? Eh bien, j'ai encore pas mal de pain sur la planche parce que je me suis donné comme objectif d'ici mi-mars d'avoir envoyé les premières soumissions de manuscrits. Pourquoi mi-mars ? Tout simplement parce que je vais avoir 30 ans et que ça me motive en fait de me dire que pour mes 30 ans, j'aurais déjà fait mes premières soumissions de manuscrits. Ça me fait vraiment une bonne motivation et c'est aussi un autre beau cadeau que j'ai envie de me faire. Je m'étais fait un cadeau de Noël en finissant la V4, j'ai envie de me faire un cadeau d'anniversaire en soumettant mon manuscrit. Et pour ça, il y a encore pas mal de petites étapes à valider. Donc je me suis fait un petit rétro-planning parce que j'adore planifier des trucs. Et je me suis mis un objectif pour chaque semaine avec un décompte. Donc, comme je me suis pris une petite semaine de vacances début janvier après cette grosse période de réécriture, j'avais à peu près, je crois, 8 ou 9 semaines. Et sur ces 8 ou 9 semaines, il y en a 6 qui vont être consacrées à la version 5 du manuscrit. Alors là, je vous vois d'ici lever les yeux au ciel, genre elle se fout de nous, elle a enfin réussi à dire « Allez, j'arrête de faire des modifications, pourquoi elle fait une V5 ?» En fait, c'est pas de la réécriture, c'est vraiment de la relecture et de la correction. C'est-à-dire que je relis tout de bout en bout juste pour enlever tout ce qui est coquilles, répétitions, des accords un peu foireux, des virgules placées à des endroits improbables. En gros, je relis pour vérifier que tout coule bien. Je vérifie le rythme des phrases, aussi que le ton ne change pas trop au cours du roman. J'essaye de m'assurer que la voix du narrateur, parce que c'est un narrateur, c'est écrit à la première personne du singulier, que ce narrateur, c'est bien la même voix sur tout le roman. Donc là, j'ai commencé à faire ça. J'ai déjà mis en page mon manuscrit pour envoi aux maisons d'édition, c'est-à-dire qu'il est déjà avec un interlignage de 1,5, etc., des assez grosses marges. Et du coup, ça l'a beaucoup, beaucoup rallongé de le mettre en page comme ça, sous Word. Et donc maintenant, il fait 300 pages, ce qui paraît énorme. Et c'est parce que c'est aussi, je sais plus si c'est 12 la police, enfin c'est très aéré en fait. D'ailleurs, c'est très agréable à relire sous ce format-là. Je comprends pourquoi les maisons d'édition demandent à ce qu'on fasse ce genre de mise en forme avant d'envoyer. Et donc, sur ces 300 pages à relire, là, l'heure où je vous parle, je crois que j'en ai relu à peu près 130, donc j'ai bien avancé, j'ai presque fait la moitié. Et ça, c'est vraiment ma récompense, en fait. J'adore faire ça. Je me régale. Quand je le fais, je sens que je suis dans le flow, c'est-à-dire que je vois pas le temps passer. Des fois, je me dis, allez, j'arrête à la fin de ce chapitre, et après, je me rends compte que j'ai dépassé la fin du chapitre, et en fait, j'ai même pas fait attention, tellement j'étais bien partie dans mon truc. J'adore faire ça, j'adore écouter la musique du texte, vérifier que tout coule bien. Et quand je trouve un petit truc qui fait comme une aspérité, chercher le mot juste ou la formulation juste,
pour lisser cette aspérité. J'adore faire ça. Normalement, je devrais avoir fini du coup d'ici à peu près 3 semaines. Ensuite, l'étape suivante, ce sera de passer le manuscrit dans un logiciel de correction qui s'appelle Antidote, que j'ai acheté parce que j'aime bien travailler avec des logiciels professionnels et je me dis que ça peut me servir aussi pour plein d'autres choses. Et ça, je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre parce que j'ai jamais utilisé Antidote auparavant. Donc, au cas où, j'ai compté 2 semaines dans mon petit planning parce que, voilà, le temps de maîtriser le logiciel, de voir comment il fonctionne, etc. Et enfin, il y aura les étapes finales pour lesquelles je me suis donné 2 semaines, qui seront de finaliser le mail d'accompagnement, parce que maintenant, la plupart des soumissions se font par mail. En fait, il y a de moins en moins de maisons d'édition qui demandent des manuscrits par courrier. Donc le mail d'accompagnement, ou à défaut, si c'est par courrier, une lettre d'accompagnement, mais c'est plus ou moins la même chose. Mais également, 2 choses importantes à joindre à son manuscrit, que sont la note d'intention, qui donne l'intention littéraire, qui présente à la fois le manuscrit et la personne qui l'a écrit. Donc on dit qui on est, pourquoi on a écrit ce manuscrit, de quoi on a voulu parler, aussi en quelques mots de quoi il parle. Voilà, c'est une espèce de... C'est un peu comme une lettre de motivation en fait. Et puis aussi un synopsis complet qui résume l'intégralité de l'histoire. Donc vous le voyez, il me reste pas mal de travail. Bon, pour toutes ces choses-là, j'ai déjà des brouillons, le mail d'accompagnement, la note d'intention, le synopsis, donc c'est plus de la finalisation, du peaufinage, faire relire peut-être à quelques amis pour avoir un regard extérieur. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à envoyer. Et quand je parle de ça autour de moi, c'est toujours la même question qui revient, c'est mais à qui est-ce que tu vas envoyer ces manuscrits ? En fait, je vais passer par la voie classique. Chaque maison d'édition qui accepte des manuscrits, parce qu'il y en a qui n'en acceptent pas, parce qu'ils sont déjà, leur calendrier éditorial est déjà bouclé pour les 3 années à venir. Mais celles qui en acceptent précisent toujours sur leur site internet quel est le mode de soumission de manuscrits, est-ce qu'il faut leur envoyer un mail, est-ce qu'il faut leur envoyer par courrier, à quelle adresse, etc. Et moi, depuis que je pense à la publication, j'ai effectué un assez gros travail de veille, c'est-à-dire que dès que je vais en librairie, dès que je me balade sur des forums comme Babelio, dès que j'entends parler d'un livre, en fait, je regarde quelle est la maison d'édition qui l'a édité. Et je me suis tenue à jour un tableau Excel, un peu de gueudin quand même. Hein. Quand je le vois, je me dis « Meuf, t'es un peu siphonnée », comme dirait Georgia. Dans ce tableau, aujourd'hui, je ne mets que les maisons qui potentiellement pourraient publier des livres qui rentrent dans le registre de mon manuscrit. Et j'en ai déjà analysé 130, donc j'ai 130 lignes dans ce tableau Excel. Et pour chaque maison d'édition, j'ai le nom de la maison, est-ce qu'ils acceptent des manuscrits ? Donc en général, la réponse est oui, sinon j'ai pas trop de raison de les mettre dans mon tableau. Et des notes que j'ai prises sur leur ligne éditoriale, leur rythme de parution, la taille de la maison, leur méthode de communication. Quelque chose auquel je suis assez attentive aussi, c'est est-ce qu'il y a de la parité dans leurs auteurs et leurs autrices, et aussi dans l'équipe éditoriale. Je suis assez sensible à ça, c'est-à-dire que quand je vois une maison où il y a genre 9 livres sur 10 qui sont écrits par des hommes et que toute l'équipe c'est des hommes, je me dis, je sais pas si je me sentirais à ma place là-dedans, d'éditer que des hommes, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Je me dis, tiens, c'est quoi le délire ? En gros, je fais une petite analyse de chaque maison, et sur ces 130 maisons que j'ai analysées pour l'instant, il y en a 30 que je retiens, à qui j'ai envie d'envoyer mon manuscrit, et je les ai classées par ordre de préférence, donc j'ai un top 5, un top 10, un top 20, quoi, si vous voulez. Donc mon objectif pour mi-mars, c'est de l'avoir envoyé à mon top 5, pour commencer. Puisque je vais personnaliser chaque envoi en leur disant pourquoi j'aime leur ligne éditoriale et pourquoi j'ai pensé que mon manuscrit pouvait s'y insérer. Donc ça prend un petit peu de temps à chaque envoi, quoi. C'est pas comme si je faisais ça à la chaîne et que j'envoyais le truc qu'il fallait juste que je mette la bonne adresse mail, quoi. Je fais un travail au-delà de ça. Donc pour résumer, la très bonne nouvelle, c'est que d'ici 2 mois, parce que là, au moment où j'enregistre, on est le 22 janvier, donc d'ici 2 mois, j'aurai fait les premières soumissions de manuscrits aux maisons d'édition avec lesquelles je rêve de travailler, et ça, c'est une excellente nouvelle, si tout va bien, évidemment. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que je suis absolument terrifiée d'envoyer mon manuscrit. Mais je crois que je suis prête, et je dois dire aussi que le fait de faire ce podcast et d'en parler de façon un peu publique, entre guillemets, et de vous en parler, ça m'aide dans ma démarche. Et je vous dis donc merci d'avoir écouté cet épisode numéro 22 de La Page Sensible jusqu'au bout. J'aime vraiment quand les épisodes sont l'occasion d'engager la conversation avec vous. Et donc j'aimerais bien que vous aussi vous passiez à table. Aujourd'hui, je vous ai confessé un petit peu mon péché mignon en vous parlant de Georgia Nicholson.
Et je voulais savoir si vous aussi, vous lisez des romans ados, surtout quand l'hiver est gris et froid, comme en ce moment. Balancez vos meilleurs recos en commentaire ou alors par mail à l'adresse contact@marionjosserand.fr. Moi, je demande que ça. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous en dirai enfin plus sur l'histoire de ce fameux manuscrit que je réécris depuis 2 ans et que donc je vais soumettre à des maisons d'édition d'ici vraiment pas très longtemps. Je pense que ça va m'aider d'en parler avec vous et je ferai surtout un terrible saut dans le vide en vous lisant un petit extrait. Ouh, ça fait peur. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.